Bon, bah salut à tous. Alors, je vais faire un petit point marché rapide. Pourquoi? Bah, parce que je suis déjà passé en live sur Twitch hier, donc j'ai déjà quasiment tout fait, mais j'ai juste oublié de parler de l'OpenTask, donc je voulais parler, donc je vais en reparler rapidement. Je vous invite à aller le voir, le live d'hier si vous ne l'avez pas vu. On a interviewé Triple Bubble, qui est un membre du Discord Pro depuis un certain temps. Et c'est un membre assez intéressant parce qu'il crée sa propre méthode et il n'y en a pas beaucoup qui créent leur propre méthode. Donc je pense que ça vaut le coup de mettre un point d'honneur dessus et en fait il va nous expliquer comment il est arrivé dans le trading, etc. Tout ça et comment il a créé sa méthode. Donc moi je vais faire un petit tour rapide sur BTC. Donc en daily, voilà. On commence en daily, je suis toujours baissier, voilà. Moi ça n'a pas changé. Tout simplement, on a tapé notre EMA du hasard, hein, comme j'ai déjà expliqué 50 fois. On s'est arrêté dessus. Je repasserai aussi si jamais on se maintient au-dessus de ce niveau, hein, vraiment des 28 en gros. Mais se maintenir, c'est pas juste une mèche, hein, comme ça, c'est se maintenir. C'est en clôture, rester quelques jours au minimum pour peut-être éventuellement se dire, ok, si jamais on se maintient au-dessus, je peux me dire, ok, je vais placer un ordre et avoir un SL, je sais pas, comme ici, pour vraiment aller chercher du coup beaucoup plus haut. Parce que moi, je pars du principe que si on casse cette MA, historiquement, soit on la casse vraiment, soit on rebondit dessus. Il y a assez peu d'entre deux. Alors des fois, ça arrive, mais majoritairement, la plupart du temps, ça n'arrive pas. Et donc, du coup, je m'attends vraiment à, pourquoi pas, si vraiment on vient repasser dessus, pourquoi pas 30, 34, par exemple, j'en sais rien. Je pense que c'est extrêmement peu probable, mais je ne m'interdis pas l'idée, à condition qu'on repasse dessus. Mais tant qu'on n'a pas passé les 28 000, voilà, mon scénario baissier et mon scénario majoritaire. Voilà. Donc on parlait de ETH, donc voilà, ETH toujours très baissier, hein, et on parlait aussi de ETH BTC juste avant. Donc voilà, ETH BTC toujours bas baissier, hein. Le seul truc que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive proche, pour moi, d'un support long terme ici. Donc je n'exclus pas la possibilité qu'on ait une espèce de petite alt season qui dure pas très longtemps. Pourquoi pas faire voilà, un espèce de range là-dedans et que on vienne rechercher cette borne haute et qu'en fait juste pendant cette partie-là, on ait une espèce d'alt season. Alors ce serait une minuscule alt season et ce serait juste sur quelques petits altcoins que moi je pense j'en ai sélectionné des qui m'intéressent. Mais je pense pas qu'il y ait un méga bull run de la mort sur les altcoins et un peu de partout. Pour l'instant, je pense que c'est un petit peu mort et qu'il se passe quand même pas grand-chose. Voilà, il y a l'inflation qui arrive, hein. Bon, il y a éventuellement des guerres, je dis éventuellement parce que je pense que ça n'impacte pas énormément les marchés, mais ce n'est que mon simple avis. Je suis pas géopoliticien, hein. Ça impacte pas autant que l'Ukraine tout simplement parce que ça impacte moins l'inflation, hein. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas tout ça, hein. Ça, c'est des valeurs qui valent extrêmement cher en point d'inflation, je pense. Alors que là, c'est une guerre entre deux pays. Voilà, c'est des pays de taille moyenne. C'est pas la Russie, quoi. Bon, c'est pas le top 5 des armées du monde, etc. Donc, ETH BTC, voilà, je m'attends à très très bien surveiller cette zone-là. Donc ça va être cette zone de support-là. Et pourquoi pas un petit rebond. Je m'attends pas à un énorme rebond, mais un petit rebond. Voilà. Si on va juste chercher cette zone, ça pourrait déjà redonner un petit peu de force à Ethereum. Et pourquoi pas du coup aux altcoins. Parce que les altcoins sont très corrélés à Ethereum. Donc ça pourrait tout simplement être... moi, comme je vois BTC, c'est quelque chose comme ça, hein. Donc je le vois bien continuer à chuter. Et pourquoi pas Ethereum aussi, hein. Mais peut-être pas, peut-être qu'il chutera pas, je ne sais pas. Et si on a une espèce d'alt season, on pourrait s'attendre à, par exemple, BTC qui range là-dedans, donc ça bouge pas beaucoup, hein. Et pendant le range, on pourrait avoir Ethereum qui continue à stagner ou à monter. Ou alors quand BTC va descendre, Ethereum va stagner, il ne va pas bouger, il va rester plat. Voilà. Imagine on a BTC qui chute et on a Ethereum qui fait un plat comme ça, c'est-à-dire que voilà, quand ça chute fort sur BTC, il chute sur le support et puis il raballe, etc.
Et ensuite, après, quand BTC il fait une micro correction, enfin une correction inverse du coup haussier comme ça, et bien on pourra avoir Autorome qui pump 2 fois ou 3 fois plus fort. C'est à ça que pourrait ressembler une mini all season, mais même comme ça, voilà, je m'attendrais à quelque chose d'assez petit. Voilà. Faut vraiment le préciser. Là, il y a des moments où je suis Moonboy. Là, je suis absolument pas Moonboy. Je suis pour l'instant très baissier. Pour moi, c'est le retour du bear market, mais je n'exclus pas l'idée que, eh bien, on ait une espèce de pullback inverse dans ce mouvement baissier auquel on pourrait profiter sur les alts et que certains alts explosent. Voilà. En tête, bah, moi j'ai XRP. Alors on verra ce que ça donne, hein. Moi je l'ai recommandé, je l'ai acheté ici. Donc voilà, je suis un peu sous l'eau, hein. J'ai pris un micro TP là, mais vraiment pas grand chose. Mon objectif c'est ici. J'ai le Solana. Voilà. Je m'attends pourquoi pas à une troisième vague. Je pense qu'on aura une troisième vague. D'ailleurs, si on parle de vague ici, on pourrait avoir la première. On aura peut-être ici une deuxième, par exemple. Et peut-être une troisième là. Je ne sais pas. Si on peut très bien finir aussi ici, sur cette diagonale là. Parce que les mouvements sont pas très très forts quand même. En général, on a des mouvements un peu plus forts. Là, c'est vrai que c'est un peu mou. Je pense que Solana, il a de l'intérêt. En tout cas, voilà, Solana, si on le regarde quand même bien, il arrive quand même sur cette zone long terme que j'avais dessinée, donc c'est quand même pas rien non plus. J'aimerais pas trop la perdre cette zone. Si on revient en bas, je pense mettre mon SL à break-even. Voilà, ça me fera une perte de gain, mais c'est pas grave. Moi, je suis prêt à prendre le pari qu'on va avoir cette troisième vague sur Ethereum. Alors, je tiens le BNB, mais voilà, moi, je suis pas du tout confiant en Binance. Je le sens pas trop. Voilà. Il y a de plus en plus de rumeurs dessus. Je reste assez neutre. Voilà, moi, j'ai sorti mes fonds de Binance. J'ai quasiment plus rien chez eux. Mais d'un point de vue analyse technique, bah, il n'y a rien à dire. Il est impeccable. Hein, il est pile poil sur les 0,666, hein, qu'on vient de me dire encore que ça fonctionne pas. Mais écoutez, ce niveau est incroyable. Il est parfait. Donc, je m'attends à un rebond optimiste. C'est ici. Et pourquoi est-ce que je m'attendrais à un rebond qui est ici, ce qui fait quand même un sacré rebond, hein, 40%? Parce que tout le monde est extrêmement baissé sur Binance, il y a de plus en plus de FUD, etc. Et plus le FUD s'accumule, et plus des shorts s'accumulent, ce qui est logique, quoi. Et on liquidera pas les shorts en allant chercher la borne haute. Non, ça va pas du tout les liquider. Si on veut les liquider, il faut au moins retourner ici. Voilà. Je pense vraiment grand minimum à peu près à la moitié de cette zone. Voilà. Si jamais ça se mélange en plus avec Dotema ou des trucs comme ça, ça pourrait être sympa. Et je pars du principe, du coup, bah voilà, que BNB, bah, il pourrait faire un pullback aussi, voilà, pour punir tous les gens qui parient à la baisse. Donc après, voilà, si Binance s'écroule du jour au lendemain, ce qui est extrêmement peu probable, hein, eh bien, forcément, bah, ce trade ne passera pas, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai un risque maîtrisé, je pense. Et, voilà, moi j'aime bien parier un petit peu, du coup, contre les FUD. Je faisais pas trop ça avant, mais je trouve ça assez intéressant de le faire parce qu'au final, bah, il y a quand même une grande probabilité en général que les FUD ne se passent pas tout de suite ou quand la majorité a envie, quoi. Alors, c'est pas forcément bien de toujours parier contre la majorité, mais quand il y a vraiment trop de monde short, en général, ça ne se passe pas, quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après, c'est pas très important, je crois, c'est des petits coins, etc. Il y a juste le Arbitrum que j'ai envie de surveiller quand même. Euh, je trouve intéressant à surveiller, mais je pense pas qu'il va pump tout de suite. De toute façon, il y aura très probablement un range là qui va durer encore. Je sais pas depuis combien de temps il est arrivé là, mais ça fait un certain temps déjà. Ça fait un mois. Je pense que c'est un range qui peut durer 3 mois, quoi. Ça va être long, quoi. Comme XRP, hein, je sais que je l'ai pris là, mais je sais que ce range il peut durer un certain temps aussi. Hein. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 2 mois presque qu'il arrive au bottom. Bah moi je pense que ça peut durer encore un certain temps. Donc voilà, faut savoir être patient, quoi. C'est un peu le problème. Et si jamais on est patient, voilà, comme j'ai dit, petit pullback, mais c'est un petit pullback, hein, je m'attends pas ni ici, ni des nouveaux plus hauts. Je cherche vraiment cette zone-là, quoi. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais parler de l'Open Interest. Alors, une fenêtre.
Alors pourquoi je short aussi ce mouvement? Alors déjà moi, voilà, pour être honnête, hein, je suis short depuis ici et là. Voilà. Ou peut-être là. Ouais, peut-être ici plutôt, pardon, depuis ici. Mais plus le temps passe et plus je trouve ça horrible. Voilà. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, déjà, on avait, regardez, juste l'open interest. Là, c'est vraiment intéressant tout ce qu'il y a là. Là, on voit qu'on a un open interest déjà. Attendez, on va se mettre peut-être en 2 heures pour voir un peu plus large. Voir tout ce range. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ce range là? Ici, on a un top qui était déjà un top euphorique, hein. Il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait, je sais même plus c'était quelle news là qu'on avait là. Voilà. Ici, on va prendre ce point de référence qui est le point d'euphorie, quoi. Donc là, on a un niveau d'euphorie. Et là, on voit quoi déjà là? On voit qu'on a le même open interest ici que là. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que le prix, il est plus bas. Moi, je trouve ça généralement très très moche. On préfère plutôt avoir l'inverse en fait. On préfère avoir un prix plus haut et un open interest plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont rentrés spot et en général moins de gens qui sont rentrés futurs. Voilà. Les futurs, ce sont toujours des positions en risque parce que la majorité des acteurs qui utilisent les futurs utilisent des leviers. Donc les leviers sont des positions à risque qui peuvent se faire liquider tout simplement. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on a un prix plus haut et un open interest plus bas? C'est-à-dire que les spots, ils ont acheté et que les futurs sont moins dedans. Voilà. Si au contraire, eh bien, on a un prix plus bas et un open interest plus haut, eh bien, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire qu'il y a toujours autant de monde dans le trade, voire du coup presque plus, hein, il y a même eu un petit peu plus, mais qu'il y a moins de gens, entre guillemets, sur le prix est moins fort, donc probablement moins de gens spot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bloqués ici. Voilà, des gens qui sont piégés, qui ont acheté probablement ici et qui n'ont toujours pas osé revendre en fait. Voilà. Et ça fait à peu près cette taille-là. Voilà. Donc cette taille-là, ça peut paraître pas énorme, mais c'est quasiment 1000 $. Des gens qui sont bloqués dans toute cette zone, c'est qu'il y en a probablement beaucoup. Voilà. Peut-être qu'ils y croient encore, ils n'osent pas vendre, etc. Donc ces gens-là, ils vont devoir être punis tôt ou tard. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une zone intéressante parce qu'on sait que la plupart des gens qui ont acheté là-dedans, ils sont bloqués. Donc ça, faut vraiment bien le retenir par la suite. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'ailleurs une deuxième vague ici, regardez, même open interest ici, le prix est encore plus bas, c'est encore plus mauvais. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de gens bloqués qui sont toujours pas sortis. Bon là, on a l'open interest qui explose avec le prix. Donc là, c'est là quoi? Que ce sont encore des futurs qui ont poussé le prix. Dès que c'est les futurs qui poussent le prix, c'est généralement mauvais. Alors, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, c'est mauvais. Et ensuite, là, on a le summum du pire du pire. On va avoir ici le prix qui descend avec l'open interest qui stagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les gens sont en train de vendre en spot pendant que les leviers, ils sont en train d'acheter. Voilà. Et pourquoi est-ce que le pire du pire, vraiment, c'est quand ça monte en même temps. Mais quoique, encore, quand ça monte en même temps, on peut se dire que c'est beaucoup de short. Mais bon, là, vraiment, quand ça stagne, je ne peux pas faire des statistiques à la louche, mais 80% du temps, peut-être même moi, je dirais moins 90% du temps, ça finit très très mal. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire qu'il y a des leviers qui sont en train de s'empiler pour soutenir le prix. Voilà. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Voilà. Donc non, je ne changerai pas mon biais baissier tout de suite sur Bitcoin. Voilà. Si je devais acheter un rebond, voilà, moi je l'achèterais, c'est selon mes Fibo, je l'achèterais un tout petit peu plus bas, ici, 26 450. Et ce serait pour jouer le rebond ici ou là, quoi. Vraiment, j'irai pas plus haut parce que l'open interest est à un niveau de dégueulasserie, je pense, de 8 sur 10. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir pire, mais on est quand même pas loin du pire de ce qu'on peut avoir là, hein. Enfin, ça, c'est comme ça que je l'analyse moi. Mais je trouve que c'est très, 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 très mauvais. Voilà.
Et Ethereum, on peut aller faire un petit tour, hein. C'est vrai que j'ai pas été faire un tour sur Ethereum. Ce que je disais juste avant, c'est que en fait Ethereum, ouais, c'est pareil, c'est encore pire. Ethereum, je sais pas trop le charter en ce moment. Il est bizarre, voilà. Il n'a pas les mêmes réactions que Bitcoin. Et moi, quand je trace ma méthode, j'ai pas du tout les mêmes zones sur Bitcoin et sur Ethereum. Regardez, sur Ethereum, moi, la zone que j'ai, elle est vraiment beaucoup plus bas, donc quasiment le double de ce mouvement. Alors que Bitcoin, dans la zone extrême, on est juste en dessous. Pardon. On est juste en dessous. Et on est en 15 minutes. Donc en une heure, voilà, c'est vraiment un tout petit peu en dessous de la mèche. Voilà. Et donc du coup, là, ça me perturbe un petit peu parce que je ne sais pas trop comment exploiter Ethereum. Et attendez, je vais limiter parce que sinon, je vais retrouver le message là. Hop là. Voilà, je sais pas trop comment exploiter Ethereum en ce moment, selon ma propre méthode. Donc, en ce moment, je n'exploite pas Ethereum. Voilà. Même si on voit que voilà, la zone ici a l'air de donner cette zone-là et qu'elle a donné cette zone-là, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, mais c'est compliqué. Voilà. Alors que Bitcoin, pour l'instant, il réagit assez bien à ça. Il y a peut-être une zone qu'il faut que je trace, que j'ai vu en fait en traçant l'OpenInterest avec un graphe 9. Moi, la zone qui va m'intéresser, c'est pas ça. Ça, je vais supprimer. Celui-là, je peux quand même le garder parce qu'il n'a pas été validé. Mais c'est cette zone-là, c'est là où il y a eu le plus de gens piégés. Donc s'il y a le plus de gens piégés ici, c'est le moment où il faut pour moi tracer ça. Et là, ça va nous donner des nouveaux niveaux. Voilà. D'ailleurs, là, ça nous donne voilà, 18 800, on va dire. Voilà, 18 800. Et cette zone de 18 800, ce serait la zone où tous les gens qui ont acheté en FOMO ici, eh bien, seront, entre guillemets, liquidés. Et tout ça, c'est une zone qui m'intéresse moi déjà de base. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait tout cette affaire, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse. Donc il y a aussi, bon, vraiment, je pense que, alors ça c'est vraiment purement mon avis, hein, mais je pense que 22 000 déjà, c'est une très bonne zone de premier bottom possible. Mais si vraiment on veut faire très très mal, on peut aller peut-être ici, là. Et si vraiment on veut aller au bout du bout, on peut aller à 16 500. Mais ça me paraît assez improbable quand même. Il faudrait vraiment qu'il y ait un scénario Black Swan pour nous amener ici. Je pense, je sais pas, Binance qui crache ou quoi. Sinon, je pense pas qu'on a ici bas. Je pense que ma zone principale, moi, c'est vers les 22 000. Et vers les 22 000, c'est la zone où je serais ravi déjà de rentrer massivement en spot. Et on verra ensuite pour les futurs. Et puis, si jamais, eh bien, j'achète tout à 22 000 et que voilà, il perd encore 15%, eh ben, écoutez, il perdra 15%, ce n'est pas grave. Voilà. J'accepte ce risque et c'est comme ça que je veux trader. Voilà, si je n'accepte pas le risque, je ne suis pas trader. Donc voilà, pour moi c'est compliqué de tracer Ethereum, donc je ne trace pas Ethereum. Donc on revient sur, je reviens sur Ethereum. Bah là on voit la même chose que sur l'autre, hein. Voilà, regardez ça. Là c'est horrible, c'est horrible. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Le prix ici qui monte et là, enfin le open task qui monte et là Louis qui descend. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là on est sur du setup horrible, dégueulasse quoi. C'est infâme. À chaque fois qu'on a ça, 90% du temps, ça finit en un crack. Voilà. Là, on est sur du red flag intégral, hein. La dernière fois qu'il y a eu un scénario comme ça, je me rappelle très bien où c'était. Il n'y en a pas que 40 des scénarios comme ça. Alors forcément, il m'enlève les dessins. C'est ici. Voilà. Bon, encore, franchement, c'était beaucoup moins pire. Bien moins pire, c'était ça. Et là, regardez, là, à côté de ce qu'on a là, c'est du pipi de chat, hein, si je puis dire, hein. Voilà, là, on a eu vraiment la chute ici qui descendait avec Louis qui montait. Et regardez comment ça a fini, quoi. Bon, petit crack, sauf que là, à côté de ça, là, on a la même chose, mais pas sur 3 jours. On a la même chose en daily, quoi. Regardez.
Là, ça, c'est ce qu'on a eu ici, tout petit. Et là, on a la même chose, mais en daily. Historiquement, il n'y a jamais eu ça. Voilà. Ou si, ici, là, regardez. Là, il y a eu ça aussi, là. Regardez, là. Hausse de l'open interest massive, baisse du prix. Voilà. Et d'ailleurs, on était là, je me rappelle très bien ce jour-là. Hein. Je sais pas si il est là, Laurent, ou pas. Le Laurent. Ouais. Tu te rappelles, on était en live. Je t'ai dit, ouais, ça devait être juste ici. Et je t'ai dit, ouais, je suis bof, tu sais, moi, ça m'étonnerait pas si demain on se retrouve à. Alors, c'était pas sur Ethereum, c'était sur Bitcoin. On était à quel prix? On était ici et j'ai dit, ouais, moi, ça m'étonne pas si demain on est à 25 000. Et il m'a répondu, oh, t'abuses, mec, ça n'arrivera jamais, ça. Boum, 15 minutes plus tard, le prix était déjà là-bas, quoi. Vraiment, c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà, ici, là. Vraiment. En fait, j'ai dû commencer le live par ici. Il était 15h. Attends, non, c'était à 21h30. Ah non, c'est à 21h, on était là. Voilà. 22h. Et j'ai fini le live à 23h. Et ça s'est passé en 5 minutes. Voilà. En 5 minutes, ça s'est passé ça. On a eu une bougie de 10% en 5 minutes. Voilà, tout va bien. Et vraiment, je l'ai senti, j'ai dit, ouais, ça c'est red flag. C'est pas normal d'avoir un prix comme ça qui, euh, qui monte avec Louis qui baisse. Ça, c'est dramatique. Voilà. Mais on voit quand même qu'au bout d'un moment, Louis il a commencé à baisser. Vous voyez. Ça, c'était juste avant le crack. Si je me mets en 1 heure. Attends, je vais juste regarder vos messages après. Ça bug. Allô? Réagis, s'il te plaît. Ah, il bug. Bon. Tac. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment le gros crack. Mais on voit quand même que voilà, le prix ici, il descendait. Et Louis il montait. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a eu la première chute ici. Et là, c'était le début de la capitulation des longs. Mais la capitulation en mode pas on vend tout, en mode on arrête d'acheter quoi. Bon, là on s'est fait défoncer. Je crois qu'on va attendre de voir ce qui se passe mieux. Mais ils sont patients, c'est-à-dire que les gars, ils ont quand même ici rajouté 450 millions pendant une baisse quoi, en longue. Et là ils ont compris ce que c'était que la douleur en fait. Voilà. Et si on a un scénario comme ça, bah écoutez, moi ça ne m'étonnerait pas. Alors, je vais regarder les messages. Je t'ai fait liquider le compte à ce moment-là. Ok. Bah désolé pour toi. C'était BTC, c'était pareil, ouais. Ouais, mais là, je regarde des BTC, un peu important. Le RSI propose quoi en ce moment? Je sais pas, moi, je traite pas le RSI, je t'avoue. Je l'ai toujours en bas, mais je sais même plus quel côté, c'est le bleu ou le rouge. Non, c'est le rouge, mon RSI. Je sais pas, en 4 heures, tu veux, tu veux le RSI en quoi, tu sais. Je traite pas le RSI, moi. Ah, au moment du crash. Ouais, je suis en mode replay, là. Bah, RSI, sur vente, mais si on était avant le crash, ouais, ça descendait, quoi. Ça montait que c'était pas très beau. Mais comment le catégoriser derrière, moi je sais pas trop. Hein. Tu vois, en 1 heure, ouais, ça chute, ça chute. Mais je sais pas quoi analyser le RSI. Moi, perso, je n'analyse pas le RSI, donc je suis incapable de faire une analyse sur le RSI. Voilà, même en 15 minutes, bon, ouais. Bah, c'est un indicateur qui me donne pas beaucoup d'infos, je trouve. Donc je sais pas. Mais je dis pas que c'est inutile hein, comme indicateur. Je sais pas l'analyser, je l'ai pas assez observé. Donc voilà, pour conclure cette affaire d'Open Interest, faites vraiment très attention. Ça fait quelques jours. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être le seul. Alors, je regarde pas tous les waves du Cap. Je sais pas si Cap en a parlé, mais pour moi, quand je vois ça, vraiment, le prix qui monte avec l'Open Test, enfin l'Open Test qui monte pendant que le prix descend, c'est le scénario red flag intégral. Voilà. Si je devais lui mettre une note sur ce scénario et la probabilité d'avoir un short derrière, je pense qu'on est
8 sur 10. Voilà. Et sur ce scénario-là, c'est un exemple parfait de ce qu'on ne veut pas voir, en fait. Voilà. Donc, j'appelle à la méfiance. Quand je vois ça, franchement, j'ai envie de hedger 100% de mon spot. J'ai pas encore hedgé 100%. Mais je crois que ça va finir comme ça, hein, parce que, bon, voilà. J'espère qu'on aura un rebond, parce que là, c'est compliqué d'edger tout maintenant. On est quand même un peu bas pour hedger. Mais comme on l'a vu avec le crack, ici, ça peut être bas pour hedger, mais ce sera toujours plus haut que là, quoi. Donc, voilà. Si je remets sur Ethereum ma zone qui a l'air d'être de douleur max, sur ce niveau-là, c'est les 1400. Donc, ça fait quand même une belle chute. Et avoir cette chute en l'espace de 15 minutes, bah, franchement, ça me paraît pas impossible, hein. Ça me paraît pas impossible. Et je pense pas que ça arrivera tout de suite. Je pense qu'on va avoir un petit rebond d'abord, mais c'est possible. L'open interest, c'est vraiment horrible, hein. On est sur un open interest absolument affreux. Voilà. Tiens, live text. C'est où le live? C'est bon, t'as trouvé. Donc voilà, bah, point marché, je pense que là, j'ai refait une couche sur l'open interest. C'est vrai que j'en avais pas parlé hier dans Twitch. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je pense que là, j'ai refait un petit tour complet, mais j'ai toujours trouvé encore des trucs à dire au final, hein. L'open interest, on peut encore en parler pendant longtemps, mais écoutez, très intéressant. Ce qui est bien, ce sera de voir ce que ça donne plus tard, mais historiquement, à chaque fois que j'ai observé ce genre de pattern, c'était toujours horrible. En fait, l'open interest, moi, je me mets vraiment dans ma tête de dire, faut se le représenter, quoi. Faut pas juste le voir comme une data, faut se le représenter. Et moi, je le visualise, l'open interest. Je vois que je comprends qu'il y a plus de positions qui rentrent sur des positions, euh, qui sont à risque, en fait. Et quand il y a des positions qui sont à risque, eh ben, on ne veut pas voir monter des positions qui ont un risque, on veut les voir diminuer, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Les leviers, c'est un super outil pour trader, mais c'est pas néfaste pour le marché. Mais s'il y en a trop, ça veut dire qu'il y a des excès. Et ces excès, ils seront toujours nettoyés, en fait. Donc, voilà. Faut vraiment comprendre que c'est le but du marché. Il n'y a que les marchés traditionnels qui ne crachent jamais, voilà, parce que qui trichent de diverses façons, hein, ou je sais pas, ils injectent de la monnaie quand ça doit crack, ou je sais pas comment ils fonctionnent, mais eux, ils ont très peu de corrections, voilà, ce qui est extrêmement peu sain pour un marché, hein. C'est-à-dire qu'on parle toujours du bear market comme étant la catastrophe, mais c'est extrêmement sain d'avoir un bear market. Je veux dire, ce qui est pas sain, c'est de ne pas avoir de bear market. Le bear market, il n'est pas là juste pour faire pleurer les gens, il est aussi là pour rétablir les chiffres, en fait. Il est là pour rétablir qui c'est qui est gagnant, qui c'est qui est perdant. Et sans le bear market, eh bien, on n'élimine pas les mauvais acteurs. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu le bear market, on aurait encore FTX aujourd'hui. Ça se trouve, il serait encore en train de jouer avec l'argent, en train de s'amuser je sais pas, à trafiquer l'argent des gens parce qu'il ne peut pas être éliminé tant qu'on est dans un marché haussier. Voilà. Le bear market, il est là pour virer les acteurs néfastes. Voilà. Donc, il faut pas toujours critiquer le bear market, il faut le remercier, de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut comprendre comment ça marche, éventuellement, comment est-ce qu'on peut l'exploiter. C'est sûr qu'on ne fait pas fortune dans un bear market, mais le bear market, il est là tout simplement pour rééquilibrer ce qui doit être équilibré. Et le monde est un équilibre, et quand il n'y a pas d'équilibre, ben, il y a des équilibres. Et quand il y a des équilibres, eh ben, généralement, ça se passe pas bien. Voilà. Soit on triche pour garder l'équilibre, soit eh bien, ça s'écroule, voilà, comme un château de cartes. Donc le bear market, il faut savoir le remercier. En plus, voilà, les mauvais acteurs, c'est aussi malheureusement ceux qui rentrent sur les tops de marché, vous voyez. Je pense que si vous êtes là, vous êtes une minorité pendant que bah, les autres regardent Netflix ou autres. Alors, j'ai rien contre Netflix, hein, mais voilà, vous êtes toujours à fond. Vous savez pourquoi vous venez investir. Vous n'êtes pas là en train de venir parce qu'il y a une hype, voilà. Et, et purger du coup ces gens qui rentrent que dans les hypes, bah, c'est nécessaire en fait. Voilà, c'est juste le cycle de la vie.
Et les gens qui passent de hype en hype, c'est malheureux pour eux, mais généralement ça finit mal pour eux parce que bah, la majorité, finalement, ils maîtrisent rien, ils croient touche à tout, mais ils maîtrisent rien. Et voilà. Et pour, en fait, on va souvent regarder un petit peu tous les experts, un petit peu tout ça, mais tous ceux qui sont volatiles, bah, ils sont purgés par le marché et par la vie, en fait, hein. C'est comme ça d'une manière générale, hein. Et j'ai rien contre les généralistes, hein. On peut très bien gagner sa vie comme ça dans le travail. Mais je pense d'une manière générale, être pas très bon un peu partout, c'est pas très bien, quoi. Je pense que ça marche pas très bien. En tout cas, c'est juste pour faire un parallèle avec le marché, hein. Dans tous les cas, le marché, il a besoin de punir les mauvais acteurs, et s'il ne le fait pas, il n'est pas équilibré. Donc il le fait, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, les Fibo, on parle, voilà, les retracements 0,7, etc. C'est juste une représentation mathématique un petit peu de comment tout ça se passe. Et ça va naturellement purger avec un gros repli, beaucoup d'acteurs en faisant un repli sur les 0,7 de Fibonacci. Tous les gens qui sont rentrés sur la dernière hype, qui attendent que le prochain coin pump. Donc en fait, la majorité des gens, ce qu'ils s'amusent à faire dans les bull markets, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont ruinés dans les bull markets, hein. C'est fou, hein, mais dans un marché où même en faisant n'importe quoi, parce que dans le bull market, je peux vous dire, j'étais encore un trader un peu débutant. Si vous saviez les conneries que j'ai fait, c'était incroyable, hein. Des fois, je me faisais liquider pour rien. Enfin, j'ai perdu énormément d'argent sur des trucs. Mais j'étais là, je regardais mon compte. Et à chaque fois que je regardais la totalité de mon compte, je me dis, mais je comprends pas ce qui se passe. Je fais que de perdre de l'argent, mais mon compte, il augmente. Non, mais sans déconner, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Il y a tellement d'argent qui est donné partout que sans rien faire, en fait, même en perdant de l'argent, il passe son temps à augmenter, quoi. Euh, Mais malgré tout ça, bah, t'as des gens qui sont ruinés en fait. Pourquoi? Bah, parce qu'ils vont aller de hype en hype. Donc un coup, ils vont aller sur la hype, je sais pas, le BCH, voilà, ils vont acheter le top du BCH parce que tout le monde parle du BCH, hein. Parce que évidemment, ils achètent pas le bas, hein, ils achètent forcément le top. Ensuite, une fois que le BCH est fini, ils vont aller sur le Arbitrum, voilà, ils vont acheter le top du Arbitrum, voilà. Ensuite, ils vont aller sur le GMX, là, ils vont acheter le top de GMX, voilà. Et puis, dès que ça commence à chuter, ils revendent. Et en fait, ils font que des trades perdants, voilà. Et ils accumulent les trades perdants sur trades perdants sur trades perdants parce que les gens passent de hype en hype. Mais le marché, il va toujours punir ces gens-là. L'argent va des impatients vers les patients. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. C'est-à-dire que si on peut être patient sur un shitcoin, bah, ça va peut-être jamais marcher. Ça, c'est une probabilité très probable. Mais enfin voilà, ça va plutôt vers les gens qui rentrent pas dans les vagues de FOMO, de pump, et le marché il va purger tous ces gens-là. Et c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il faut vraiment embrasser le bear market. Voilà. Faut embrasser le bear market, c'est lui qui nous permet d'avoir un marché équilibré. Merci le bear market. Alors, est-ce que c'est possible de trader sans recourir à l'open interest? Oui, c'est juste que c'est un excellent outil qui te permet de savoir où est euh, un peu la hype du moment et où est-ce que les gens ils trade en fait, voilà. Et à regarder en fonction de la bougie, comprendre ce qui se passe en fait, comprendre ce qui s'est passé dans les bougies, voilà. Les zones extrêmes correspondent aux zones de liquidité, on peut dire ça. Euh, on va dire que quand on arrive dans les zones extrêmes, généralement c'est là où il va majoritairement le plus de vendeurs et le plus d'acheteurs. Voilà. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. De ceux qui ont FOMO pendant le pump. Oui, je pense qu'on parle de ça, ouais. Alors moi je pense pas que ça va ranger toute la semaine. Moi je pense que ça va continuer à slow bleed et voilà. Mais on verra bien. Je m'attends quand même à des petits pullbacks, hein, mais ça va être des petits pullbacks qui vont être instantanément rabalés. Ça va pas être très bon. Je pense que le jus il arrive à ça à terme là, hein. Parce que là les futurs ils achètent. Mais écoutez, moi je pense qu'ils pourront pas acheter bien longtemps comme ça, hein. Il y a combien sur Bitcoin qui a été acheté quoi?
Ouais, on n'a pas une hausse monumentale. Bah, 400 millions quand même, hein. 400 millions sur la baisse. Enfin, sur la baisse, c'est-à-dire qu'entre là et là, on a eu que de la baisse et on a pris 400 millions. Enfin, au max. Mais si on prend maintenant, voilà, on est à 300 millions parce que ça continue de baisser. Mais on est monté à 400 millions. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Juste sur ça, là, on a pris 400 millions là-dessus, quoi. Non, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. D'ailleurs, ça, c'est une zone, je pense qu'on peut mettre un fibo dessus. Parce que là, du coup, on a beaucoup d'acteurs coincés là-dedans. Voilà. C'est sûr qu'on en a plein de coincés là-dedans. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et là, ça me donne combien, là? 26 000. 26 050. Est-ce que j'ai d'autres zones à 26 050? Bon, ça c'est moche. On va l'enlever. Hop là. Ah merde. Non, je suis con, c'est mes... C'est parce que je suis en mode replay. Hop là. Alors, 26 050. Attends, je t'ai dit combien? 26 050? Ouais, 26 050. Ouais, bah là, ce serait une bonne zone d'entrée. En vrai, ici, ce serait quand même un joli pullback sur le double bottom. Donc, ce serait quand même assez probable qu'on n'ait pas au moins un rebond ici, parce que là, ici, c'est quand même le dernier creux avant de casser à la baisse. Sachant qu'on vient d'avoir un sommet plus haut, je pense qu'on arrive ici, il y a forcément un rebond là. C'est quasiment certain. Ou alors, si on n'a pas de rebond ici, on aura un rebond là, par exemple, pour retourner, je sais pas, ici, par exemple. Et ensuite, après, on peut directement le casser. Mais si on n'a pas fait quand même un sommet plus bas encore, je pense qu'on s'arrête. Enfin, il y aura toujours un rebond sur cette zone qui est quand même le support majeur que beaucoup de monde attend. Tout simplement parce qu'en termes de price action, on est toujours haussier, quoi. Si on regarde un graphe clean, on va se mettre un 4 heures. 4 heures dézoomé, hein. En vrai, il faudrait le prendre en daily, mais je préfère le. J'aime bien les heures dézoomées, mais voilà. Et du coup, là, si on prend les grandes tendances, voilà, là, on est toujours haussier. Bon, là, c'est vrai qu'on vient de switcher baissier. C'est vrai que j'avais même pas vu ces détails là, mais on a switché baissier. Et du coup, le plus probable, ce serait quand même d'avoir un espèce de pullback ici, voilà. Mais si on se prend en daily, etc., alors en daily, ce sera bon. Je pense que c'est quand même le même plan est validé, voilà. Mais en 3D, qui est une des tendances principales, eh bien ici, on n'a pas le petit pullback au milieu, vous voyez. Donc en 3D, on peut s'attendre, par exemple, à un pullback ici. Et là, ce serait extrêmement probable ici d'avoir au moins un rachat. Sachant que le 3D, c'est une des meilleures tendances, je trouve, dans les cryptos. Voilà. C'est celle qui donne les tendances long terme les plus fiables. Donc c'est pour ça que cette zone-là sera très bien défendue et je pense que 26 000, c'est une bonne zone pour tenter un pullback à contre-tendance. Mais bon, personnellement, j'ai pas forcément envie de tenter un pullback à contre-tendance. J'aurais peut-être plutôt envie de prendre un TP dessus pour pouvoir, pourquoi pas, le racheter plus bas. Voilà. Je pense que c'est une zone intéressante. Alors, je vais mettre ça là. Voilà, les 26 050, retenez cette zone. Là, c'est le dernier pullback entre guillemets de la mort avant la chute. Si on maintient vraiment ce niveau, bon, peut-être que on peut repartir à la hausse. Mais si on casse ce niveau, là, pour moi, la prochaine zone, c'est 24 000. Enfin, hormis un pullback ici, petit range, et on casse quoi. Peut-être qu'on aura. Alors, j'ai dessiné comme ça, mais peut-être qu'on aura la même chose, mais ici. C'est-à-dire que en général, quand on doit casser un niveau, on passe un petit peu au-dessus, on fait un espèce de swing fail pattern au-dessus du niveau. Regardez, ça c'est extrêmement fréquent, regardez FTX. Ou même avant chaque chute en fait. Regardez, avant chaque chute, on fait croire à un retournement de tendance, on fait un swing fail pattern et on casse. Voilà. Et là c'est pareil. FTX, boum, pullback, on casse.
Et même à l'intérieur de ce mouvement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a eu la même chose, même en plus petite unité de temps, normalement, je crois. Vous voyez, c'est arrivé là. Hop, on pump. Là, il y a eu une bougie ici à contre-tendance. C'était pendant le crash. Voilà, ici, regardez ça. On a eu le crash, on a cru on a fait croire qu'il y avait un pullback ici. Et voilà, ça continue du coup ça continue du coup de chuter derrière. Donc c'est assez fréquent d'avoir ce genre de pattern là. Donc ça c'est intéressant à suivre aussi. Si on doit avoir un espèce de pullback baissier, je pense qu'on aura en général un espèce de Sinfeld pattern qui arrive, hein, tout simplement un creux qui nous fait croire que la tendance elle revient à la hausse. Donc là j'ai dessiné comme ça, mais ça pourrait être comme ça en fait, hein, voilà. Ou alors double bottom comme ça, un supérieur et hop, voilà. Ah bah sur quelle zone? Bah sur les, sur les 26 050 hein, tout simplement, hein. Vraiment pile poil sur le bottom, hein. Double bottom ici, pullback ici qui vient chercher un tout petit peu au-dessus et continuation baissière. Ça c'est mon pourquoi pas le BDR ici. Ce serait probablement un setup très probable. Ah bah BDR, hein, BDR, je pense qu'on va pas plus haut, hein. Moi je suis toujours très baissier, hein. Après il y a aussi cette zone là, qui est cachée, donc c'est une zone long terme à moi, mais bon, j'ai un peu la flemme d'expliquer pourquoi. Mais je pense que la zone principale, je pense que c'est le BDR qui est là. Donc je peux, voilà. Ça c'est un scénario optimiste. Sinon, ça peut très bien être juste un double bottom et genre on s'arrête juste là, par exemple, hein. Ça peut être aussi possible, hein. Les deux sont intéressants. Voilà. Après, moi, je suis Max Beer, hein, mais bon, pour l'instant, j'ai raison. On verra si j'ai raison plus tard, mais je pense qu'on aura quasiment tout le temps un rebond ici. Voilà. Ne serait-ce qu'un petit. Pour retrouver des acheteurs au moins sur une dernière vague derrière. Parce que les vendeurs, ils ont besoin d'acheteurs, hein, les gars. Donc, s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de vendeurs. Voilà. Moi, je suis beer jusqu'à ce que je ne le sois plus. Donc, au-dessus des 28. On peut gagner de la thune en bière de toute manière. Alors c'est juste que oui, on peut le faire, mais on fera pas des fortunes, je vais pas te mentir. C'est pas comme ça qu'on va faire des fortunes en bière market, mais on peut gagner de l'argent, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont biaisés, etc. Et on peut gagner de l'argent en short, hein, tout simplement, pour punir leur biais, hein, tout simplement. Est-ce que vous avez quelques questions? Sinon, je pense qu'on arrive vers la fin. Donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. J'attends la question de Carlos. Bon, je peux rester encore un peu hein, si vous avez des questions, mais voilà, s'il n'y a pas de questions, je pense que là, j'ai vraiment fait le tour et n'hésitez pas à aller revoir le live de Twitch que j'ai fait hier si vous ne l'avez pas vu, avec Triple Bubble. Voilà. Ah, j'avais pas vu, mais que tu as réagi à ça, ça fait longtemps que j'ai écrit ça. Oui, faire une multitude d'accomplissements. Bah oui, en fait, quand on fait trop de choses simultanément, bah souvent, ouais, ça fait rien, hein. C'est un peu le cas. Alors, je dis pas que c'est toujours le cas. Il y a certaines personnes, mais c'est vraiment une minorité des gens qui réussissent en étant extrêmement multitâches. Et je l'ai longtemps été. J'ai eu de la chance de finir dans le trading parce que c'est un truc qui me passionne et que je suis capable de rester longtemps, mais sinon je suis d'humeur un peu plus volatile et
Et c'est vrai que quand je suis d'humeur plutôt volatile, bah, j'avais plutôt globalement 100% de rien, en effet. Donc, je pense que c'est pas forcément bien d'être toujours concentré. On parle souvent de diversification, mais pas trop non plus, quoi. Et encore, ça, c'est même un sujet qui est un peu à controverse. Parce que il y en a qui disent, oui, qu'il faut être. Alors, il y en a. C'est un sujet complexe. Il y a certains traders qui, eux, préfèrent être voilà, très diversifiés, être de partout pour gagner de l'argent partout. Voilà. Mais en même temps, quand on gagne de l'argent de partout et qu'on est très diversifié, eh ben, on gagne moins d'argent. Voilà. Enfin, on gagne moins d'argent qu'une personne qui serait très concentrée. Et si une personne est très concentrée sur un, deux, trois actifs, par exemple, et qu'il y va avec une énorme conviction, bah, il peut gagner énormément plus, mais il peut aussi perdre énormément plus. Voilà. C'est là qu'est toute la, c'est là qu'est toute la technicité en fait. C'est faut être capable d'être soit équilibré, voilà, ou alors être d'accord avec le risque et être concentré. Voilà. Il y a plein de façons de voir le trading. C'est pour ça aussi que j'aime bien le trading, c'est que quoi qu'on dise, j'ai l'impression que, enfin, l'argent c'est l'énergie de la vie un peu hein, actuellement. Bah, y a tellement de trucs à comprendre dessus que c'est passionnant, quoi. C'est pour ça aussi que ça donne envie de rester longtemps dedans, quoi. C'est qu'il y a tellement de trucs à faire. Alors, Alexandre Elder, vive du trading, il mentionne les différentes façons de lire le RSI. Je sais pas, moi j'arrive pas à être d'accord avec enfin être à fond avec le RSI parce que peut-être que ça marche dans la finance traditionnelle, mais je sais pas, c'est tellement connu, tellement utilisé. Alors je dis pas que ça marche pas, hein. Au contraire, il y a plein de fois où ça marche. Surtout les divergences daily, les divergences des fois 4 heures, enfin quand on est dans des unités de temps qui sont intéressantes, voilà. Mais moi je suis plutôt du genre à chercher des indicateurs cachés en fait. Voilà. Et les indicateurs cachés, bah, par exemple, voilà, il y a ça là. BNB, voilà, indicateur caché, il y a le 0,666. Ou alors en plus, là je ne l'ai pas noté, mais on peut le mettre. Tac, il y a le 0,546. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est un chiffre caché de chez Fibo. Voilà, bon là ça n'a pas touché parfait. Mais on voit qu'ici, voilà, ça s'est arrêté dessus. Ça s'est pas arrêté là, ça s'est arrêté là-dessus. Et là, ça l'a quasiment touché. Voilà. J'aime bien les chiffres cachés parce que généralement, ils sont moins utilisés. Et quand c'est caché, bah, au final, il y a moins de monde qui va, mais le peu de monde qui va, ils y vont beaucoup plus fort parce que personne s'y attend. Enfin, bon, voilà. Ouais, bonne soirée à toi, Kozowski. De toute façon, je pense que là, c'est la fin de mon live. Hein. BDR sur les 27 750. Ah oui, c'est beaucoup plus haut. Écoute, il y a un monde où il y a un double top ici. Écoute, c'est pas impossible. Voilà. Parce qu'on ne s'est pas arrêté pile poil dessus. Donc c'est possible. Voilà. Moi, j'ai quasiment les 28 en fait. Hein. C'est un tout petit peu en dessous. Mais bon, c'est déjà quand même bien attaqué. La tendance est inversée. Le vrai BDR, en effet, c'est là, les 27 700. Pas 750, hein, 700. 750, c'est au-dessus, mais la mèche, pour moi, elle compte. Hein. Enfin, voilà. Pour moi, une mèche comme ça compte. Ne me demande pas pourquoi, c'est à l'œil. Je suis incapable de t'expliquer pour toi, mais cette mèche-là, moi, je la sens, elle compte. Tu vois, d'ailleurs, mon Fibo, il tient parfaitement dedans. En 4 heures, on le voit pas très bien, mais regarde, à 15 minutes, toutes les mèches derrière, elles sont parfaitement dessus. Voilà. Donc, c'est pas un hasard, c'est parce que cette mèche, elle compte. Elle est importante. Ça, c'est pas n'importe quelle mèche. Voilà. Comment je place le bas et le haut de mon Fibo? Alors là, ça, c'est. En effet, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais expliquer tout ça dans un webinaire qui arrive dans quelques mois. Voilà. C'est compliqué de t'expliquer pourquoi est-ce que ici je le trace là et là. Voilà. Je le trace de ici jusque là. Et ça me donne ces zones-là. C'est compliqué de te l'expliquer. Franchement, je peux pas. Ça me prendrait trop longtemps, vraiment.
Ouais, bah ouais, non mais je sais, mais j'ai fait un webinaire dessus, donc en fait, j'en ai parlé à la conférence. Mais écoute, il me faudrait 2 ou 3 heures pour te l'expliquer, donc là, j'ai pas le temps. Et même de toute façon, c'est ma méthode que j'ai développée moi-même pendant plusieurs années. J'ai pas non plus envie de la partager partout gratuitement, je vais pas te mentir. Donc, je vais proposer des webinaires pour bah, du coup, proposer ma méthode à quelques personnes. Mais bon, même déjà, en vrai, je sais pas si j'ai vraiment envie de la partager partout. Voilà. Mais bon. Et je la montre en live, mais c'est vrai que j'explique pas tout, quoi. Si j'expliquais tout, ce serait. Enfin, de toute façon, en vrai, je peux expliquer. De toute façon, je pense qu'une minorité de gens est capable de comprendre comment moi je le vois, en fait. Donc, bon. Tu étais, toi, à la conférence? Ah ouais, ok. Ah oui, d'accord, t'attends le PDF de ma méthode qui circule sur le net. Ouais, je vois, ouais. Petit malin, va. Bon. Bah, tu sais, dans le pro, t'as quelques vidéos qui circulent sur comment est-ce que je trace mes fibos, mais c'est pas complet. Mais t'as déjà, ça, si c'est dans le pro, déjà, si tu vas dans Replay Fibo Starter, en vrai, t'as déjà des bonnes bases. Déjà, j'explique la logique qui m'amène à penser que ça marche comme ça, tu vois. Et plus le temps passe, et plus j'améliore ma méthode, et plus j'améliore à comprendre comment est-ce que je vois ça et pourquoi je vois ça comme ça en fait. Voilà. Écoute, il va arriver, mais je crois qu'il va arriver en mars. Alors c'est vrai que ça me fait un peu long mars. J'ai pas besoin de tant de temps. Je sais pas si je vais pas le décaler avant. Je sais pas, je verrai avec la team. Je sais pas, ils m'ont prévu en mars, donc bon, si c'est en mars, c'est en mars. C'est vrai que ça fait long. D'ici là, j'aurai largement le temps de le finir, mais en même temps, tu vois, je me dis qu'en fait, en préparant la conférence, j'ai développé des nouvelles techniques et j'ai aussi envie de les explorer un peu, tu vois. J'ai aussi envie d'explorer un petit peu les éventails de Fibonacci, les éventails de Gann, les boîtes de Gann, et pourquoi pas les cercles de Fibonacci là. C'est un peu particulier, mais franchement, je suis sûr qu'il y a des trucs de ouf à faire avec. Enfin, juste, on va tester comme ça hein, pour voir des cercles. Euh, alors, les cercles de Fibo, ils doivent être là-dedans. Cercle de Fibonacci. Alors, je sais pas, on le trace comment? Comme ça? Ah, tu vois, mais en vrai, c'est marrant parce que tu vois, en traçant juste ce mouvement-là, bah, ça nous met des zones qui ont l'air d'être intéressantes, tu vois. Regarde ici, c'est une zone qui est pas un hasard. Là, on a une correction. Bon, là-dedans, ce qui se passe là-dedans, c'est le bordel. Mais là, tu vois, tu as l'air d'avoir le début de la correction. Et ça se trouve, la correction, elle va arriver jusque-là. Là, tu vas avoir un pullback comme ça. Après, ça va chuter. Enfin, c'est marrant, hein, mais ça marche à plein d'endroits, tu vois. Regarde, attends, on va tracer du bas, là. Attends, je vais en faire un nouveau, là, parce qu'on voit rien. Alors, moi, je le tracerai d'ici, je pense. Jusque là. Est-ce que ça nous donne des trucs intéressants? Je sais pas, c'est compliqué. Mais tu vois, là, tu vois, tu as une zone ici qui a l'air d'avoir un certain intérêt, tu vois. Là, tu as tout le crack ici. Là, tu as le range. Là, tu as le début du bull. Bon, là, tu as tout le bull run là-dedans. Là, tu as le début de la correction. Là, tu as peut-être une autre correction, je sais pas. C'est difficile, tu vois, de savoir se servir de ça, mais j'avoue que ça donne des trucs qui sont assez pertinents à plein de moments, tu vois. Et si tu traces, alors là il y a mon Fibo derrière, mais on peut le supprimer, mais on le trace comme ça, tu vois. Ça c'est le reste de la conf. Bah en fait regarde, tu vois là t'as le bull run, moi je vais pas enlever tous les dessins, mais là t'as tout le bull run qui est là. Là t'as toutes les corrections, là t'as le deuxième bull run, là t'as une deuxième phase de range correction. Là t'as tout le bull run dans le cercle. Le bull run il est vraiment que dans le cercle, voilà. Et d'ailleurs en traçant de là et là, t'as l'espèce de correction qui est pile au milieu de la cible. Enfin c'est quand même marrant. Et bon, là, voilà, là, tu vois même qu'ensuite, ici, là, regarde, là, tu as toute la zone de pump qui est à cet endroit-là. Là, tu as la zone de dump. Là, tu as
une espèce de pump et redump sur toute la zone. Regarde, le dump, il commence en gros de là jusque là, en fait. Bon, là, t'as la dernière partie, voilà, sur le range un peu baissier. Là, t'as l'espèce de partie bull run. Ça se trouve, c'est pour ça, on va avoir une dernière partie bull run qui termine là, hein. Ça se trouve, c'est possible, hein. Écoutez, j'y suis pas fermé, hein. Je suis max short pour l'instant, mais écoutez, si jamais ça doit changer, ça changera, hein. Et là, peut-être qu'après, une fois qu'on est là, on va rechuter jusqu'à ici. Bon, là, ça me paraît loin, mais juillet 2024. Je sais pas, il est quand le halving? Je sais plus, il est quand le halving? Attends, on va regarder. Halving Bitcoin Timer. Le 24 avril 2024. Il est ici. Bon. Écoutez, je sais pas. Mais je trouve que ça donne des trucs intéressants. C'est marrant. Enfin voilà, les cercles, on peut faire des trucs, quoi. Et les éventails, c'est pareil, on peut faire des trucs aussi, hein. Les éventails. Et c'est l'éventail de Gann, c'est pas l'éventail de Fibo, mais je sais pas trop m'en servir, mais. Ah, attends, moi je le mets pas là, pardon. Hop. Je le mets là. Jusque là. Et d'ailleurs, si on s'amuse derrière après à le baisser, hop, je le baisse à la main. Regardez où est-ce qu'on est là. Là, je l'ai réaligné pour qu'il soit là-haut. Hop. Donc là, voilà, ça me donne du coup toute la zone de montée. Bon, là, c'est espèce de début de baisse, tac, tac. Regardez, là, on est pile dessus. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais on est pile dessus. Et regardez, regarde, là, ça touche pile poil. Là, c'est un excès, c'est FTX. Je sais pas si ça compte, hein. Mais bon, voilà, je sais pas ce que ça vaut, ces éventails, hein. Mais voilà. Voilà ce qu'il en est, quoi. Enfin, voilà. Je te rassure, mon œil non plus, hein. Le Fibo, le cercle de Fibo, je sais pas trop l'utiliser. Je vais essayer juste de creuser, voir. Voilà, je sais qu'il y a 2-3 personnes qui l'utilisent, que je connais, qui sont des génies, là. Et enfin, des génies. Je pense que ce sont des génies, tu vois. Mais moi, je sais pas m'en servir. Et les éventails, pareil, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose qui a l'air de donner des choses intéressantes, tu vois. Et je pense que c'est intéressant d'observer ce que ça fait, quoi. D'ailleurs, regarde, tu vois, si on étend, regardez, si on étend l'éventail, je le remets au même niveau hein, qu'au début, bah ça nous donne le bottom là, quoi. Enfin, moi, je trouve ça fou. Je trouve que ça marche très bien, quoi. Enfin, je l'ai peut-être un peu mal placé, hop, mais bon, voilà, quoi. Ça nous donne des trucs comme ça, les éventails. C'est dingue, hein, parce que ça marche, du coup, dans la hauteur, ça marche dans les obliques, enfin, ça marche partout, quoi. Et regardez, là, ici, ça fonctionne pixel. Là, ça nous donne là, bon, là, ça a un peu débordé au-dessus, quoi. Il y a toujours un petit débordement, mais regardez, si on enlève le petit débordement du haut, là, ça nous a donné pile le top ici. Ah, il me l'a déplacé, par contre. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'avais tracé ici et il me l'a déplacé. Ah, du coup, ça donne plus la même chose. Bon. Enfin bon, voilà. C'est des trucs à étudier, quoi. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, hein. Ah, mais regardez ça, quand même. Ça, c'est... Quoi qu'on en dise. Pour moi, le bull run, il a commencé là. Il a pas commencé là. Regardez, en traçant depuis là, on a une oblique ici. Tac, tac, tac. Enfin, c'est ouf. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Enfin, voilà, les amis. Je vous ai montré un petit peu les éventails de Fibo. Enfin, de Gann, hein. C'est des éventails de Gann, c'est pas des éventails de Fibo. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.